je vous ai préparé 7 points que j'estime devraient être connus par tous les pratiquants de force athlétique. Si vous êtes débutant, je pense que vous allez apprendre pas mal dans cette vidéo. Si vous êtes plus avancé, ça peut vous permettre de réviser également. On commence tout de suite. Ok, le premier point que je veux aborder, ça va être de parler des bases, de savoir faire les bases avant de chercher à optimiser vos mouvements. Avant de chercher à faire comme vos athlètes favoris qui sont au championnat de France, championnat d'Europe, etc., maîtrisez vos fondamentaux. C'est-à-dire que au bench, avant de chercher à faire du Japanese grip comme ça, avec un pontage de fou, etc., apprenez les bases du pontage, ayez une technique entre guillemets conventionnelle et maîtrisez avant de chercher à tout optimiser. Ça va être un petit peu la même chose sur le squat. Je veux dire, ça va servir à rien de faire du squat qui est la barre tout en bas du dos comme ça et hyper écartée si vous savez même pas encore squat à la base. L'optimisation doit venir une fois que les fondamentaux sont maîtrisés. Je vais même aller encore un tout petit peu plus loin et je vais vous dire que le sumo, pour moi, ne doit être introduit qu'après avoir un tradi déjà maîtrisé. Le deuxième point, ça va être l'honnêteté vis-à-vis des standards. Alors en tant que patron de salle de sport, je vois tous les jours des personnes qui viennent me voir, etc. et qui me disent « Ok, moi mon max au squat c'est 150, très bien. » Je les vois qui commencent à s'échauffer, etc. Et ils arrivent à 130 et c'est déjà RPE 10 et ils n'ont pas l'ADEPS. Alors, est-ce qu'ils ont déjà pu passer 150 un jour et tout? Peut-être. Maintenant, je trouve que c'est hyper important vis-à-vis de vous-même et aussi dans l'objectif de progresser dans le sport, d'être honnête vis-à-vis des standards. Est-ce que vous avez la profondeur au squat? Est-ce que vous marquez vos poses au bench? Est-ce que vous avez les fesses qui décollent? Est-ce que vous utilisez des straps au deadlift? Est-ce que vous verrouillez bien? Est-ce que vous faites des appuis cuisses? Sur le tableau des performances ici de la salle, ce qu'on essaye de faire vraiment, c'est d'être assez strict sur ce qui rentre dans les standards et ce qui n'y rentre pas. Parfois, l'honnêteté, c'est difficile et s'entendre dire « Ah, on n'a pas la depth, ah, ma pose, elle est un peu courte, ah, j'ai décollé les fesses ». C'est pas toujours très marrant, évidemment, mais je pense que c'est super important d'en être conscient et de ne surtout pas se mentir à soi-même vis-à-vis de sa propre pratique. Ok, je vais aborder maintenant quelques points un peu plus pratiques et le premier que je vais aborder, ça va être le hinge. Tout powerlifter doit savoir hinge. Le hinge, en français, ce serait l'engagement au bassin. C'est très souvent confondu avec un engagement plutôt du dos, on peut dire. Mais grosso modo, c'est aller chercher les fesses derrière, sans cambrer. Et finalement, c'est se retrouver penché et accepter ce mécanisme. Il y a énormément de gens, quand ils squattent, particulièrement des débutants évidemment, qui refusent de hinge et qui se retrouvent à faire un squat vraiment dans les genoux comme ça et qui ont peur de se retrouver penchés. Ce qui est un mécanisme vraiment très humain, hein, d'avoir peur de se retrouver penché sous la barre. Mais à essayer d'être trop en genoux comme ça, sur l'avant et tout, c'est impossible de descendre bien. Alors que, en acceptant d'engager le bassin, en acceptant de se retrouver penché, on est beaucoup mieux. La deuxième erreur, là je parle particulièrement du squat évidemment, ça va être d'être trop cambré. Alors oui, ils engagent un petit peu le bassin, ils se retrouvent à être un peu sur l'arrière, mais dans une position très cambrée. Comme ça. Et ça, c'est pas du hinge. Le hinge, c'est accepter de rester neutre, de se retrouver penché, et pas de se retrouver à cambrer comme ça. Donc là, je parle pour le squat, mais c'est évidemment la même chose sur le soulevé de terre. Les gens qui vont avoir du mal à hinge vont souvent se retrouver à être trop en genou ou trop en tirage. Je ne sais pas si on va bien voir la différence à la vidéo, mais entre un deadlift comme ça et un deadlift comme ça, au deadlift, il faut vraiment penser avec le bassin. C'est là aussi la raison pour laquelle moi je programme très souvent du soulevé de terre roumain à mes débutants pour qu'ils apprennent à hinge. Le roumain est particulièrement punitif à ce niveau-là.
On va vraiment chercher à être sur les talons, presque les orteils décollés. Et c'est vraiment que un mouvement up de bassin. Mes genoux n'avancent pas. Mes genoux n'avancent pas un seul instant. Bref, maîtriser le hinge, c'est maîtriser son bassin et donc maîtriser ses fessiers, ce qui est un des muscles les plus importants pour le squat et le deadlift. Deuxième point un peu plus pratique, ça va être sur tout ce qui est mécanisme de gainage. Le gainage, qu'est-ce que c'est? Déjà, c'est assez vague comme notion. Quand ton prof de PS il te dit gaine-toi, gaine-toi au collège et que tu comprends pas ce que ça veut dire, bah c'est super parce que ça veut rien dire. Le gainage va toujours être spécifique au mouvement. Ok? On va pas gainer au squat comme au développé couché, comme au soulevé de terre. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le gainage est l'opposé du mouvement. Forcément, plus vous allez descendre au squat, moins vous allez être gainé. Grosso modo, être gainé au maximum, ça veut dire être immobile complètement. Donc, je vais en parler un petit peu plus en détail pour chaque mouvement juste après, mais quand vous allez être extrêmement gainé au squat, c'est que vous êtes debout, vous avez les abdos, le haut du dos, les fessiers, les ischios qui sont en tension, et à partir du moment où vous allez déverrouiller vos articulations, engager votre descente, plier les genoux, plier le bassin, vous allez perdre en gainage par rapport à votre position haute, et c'est normal. Mais grosso modo, il faut comprendre, gainage veut dire rigidité, immobilisation, entre guillemets. Donc, chaque mouvement va avoir un gainage différent. Au squat, on va chercher à gainer le haut du dos, tirer vraiment la barre dans le dos, les dorsaux, les coudes au sol. La sangle abdominale, c'est un petit peu ça que les gens entendent quand ils disent se gainer. Et également, avant de descendre potentiellement, on peut chercher à gainer, contracter les ischios, les fléchisseurs du bassin. Au développé couché, on va pas du tout chercher à contracter la sangle abdominale. Pourquoi? Parce que le rôle des abdos, justement, est d'abaisser les côtes. Alors si vous êtes là en train d'essayer de ponter et que vous abaissez les côtes, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Au développé couché, ce qu'on va chercher à gainer, ça va être tout le haut du dos, l'ouverture de la cage thoracique, vraiment. Évidemment, du coup, les cuisses via le leg drive. Ok? Au deadlift, on va également chercher grosso modo la même chose qu'au squat, mais un petit peu différemment. C'est-à-dire que oui, on va chercher à gainer le haut du dos, mais pas du tout en rétraction, sans dire qu'il faut forcément absolument énormément rétracter au squat, probablement plus que soulevé de terre en tout cas, ou au soulevé de terre, on va vraiment plus chercher la protraction, donc les épaules sur l'avant, vraiment, la dépression scapulaire, donc les dorsaux, tout ça, et ensuite tout ce qui est sangle, bas du dos, les ischios, quadriceps, tout ça. Bref, on va tout gainer comme au squat, mais pas forcément de la même manière. Encore une fois, dans le positionnement du haut du dos, ça va être très différent. Pour ce qui est du gainage de la sangle abdominale, qui est primordial squat deadlift, je peux vous encourager à essayer avec les pouces de quelqu'un d'autre, à enfoncer les pouces dans les obliques et en prenant une grosse inspiration, repousser les pouces via le gainage donc de votre sangle, abdos, obliques, tout ça. Dernier petit point à savoir sur le gainage, c'est que chaque personne va avoir un gainage qui est un petit peu différent. Chaque personne va pouvoir être plus ou moins neutre. Peut-être certaines personnes vont être légèrement plus fortes en étant légèrement cambrées quand même, ok, même en gainant à fond. Ou d'autres personnes vont être un peu plus fortes en étant légèrement en flexion. Prendre l'exemple connu, mais The Panache, grosso modo, si on regarde un petit peu son squat, son deadlift, on voit qu'il n'est pas parfaitement neutre, il est légèrement en flexion. Mais c'est sa position de force. Naturellement, il est biaisé dans la flexion, dans son gainage. Ok? Et dernier petit point, du coup, toujours sur cette notion de neutralité, extension, flexion. Pourquoi on cherche à être neutre? On peut se poser la question, on a le droit. Pour essayer d'avoir un bassin le plus utile possible. Si vous êtes en flexion, donc bassin légèrement en rétroversion, comme ça, forcément, vos fessiers sont déjà un peu contractés. Et donc, s'ils sont déjà contractés, ils peuvent être moins utilisés lors de votre mouvement. Forcément, du coup, vos fessiers
sont un peu mis en porte-à-faux. C'est le cas notamment sur le deadlift très régulièrement. On est en position de départ un petit peu arrondi, fessiers donc déjà contractés. On se retrouve au verrouillage à pas pouvoir utiliser les fessiers parce qu'ils sont déjà contractés dès le début. Et l'opposé, l'extension pardon, donc le fait d'être un peu cambré, bassin en antéversion, et donc là au contraire vos fessiers vont être un peu plus étirés. Or, plus un muscle va être étiré, moins il va être fort. Et donc, à être en extension comme ça, un peu cambré, vous allez avoir les fessiers plus faibles, et donc vous allez réussir à un peu moins les utiliser sur votre mouvement. Dernier point un peu plus pratique que je souhaite aborder sur vraiment les choses que tout le monde doit connaître, c'est les bases du pontage. Donc le pontage, c'est absolument nécessaire pour avoir de la force au développé couché et c'est absolument pas dangereux non plus, contrairement à certaines idées reçues qu'on peut avoir avant de commencer un petit peu la force. Je vais vous montrer mon setup, je vais vous parler de quelques petits tips rapidement. Grosso modo, une image que j'adore, j'utilise beaucoup trop grosso modo, c'est l'image de Superman qui arrache son costume pour montrer, enfin sa chemise pour montrer le costume. Donc, on est assis comme ça et on gonfle à fond la cage thoracique, on monte vraiment les pectoraux et on serre très très fort à l'arrière. Au bench, on a rétraction et dépression. Okay, il faut absolument cumuler les deux. Pour vous montrer un petit peu mon setup et ce que je recommande de faire, parce que je ne l'ai pas sorti de nulle part non plus, au développé couché. Donc, j'aime bien commencer avec à peu près les sourcils sous la barre. Ok, sourcils sous la barre, donc encore relativement loin. Là, je place ma rétraction, sans placer ma dépression. Je place les mains, un petit peu de rotation interne, hop, ok, sur les anneaux. Là, je vais monter sur les trapèzes. Je vais gonfler la cage thoracique au maximum et je vais essayer d'amener vraiment mon sternum au plafond. Et une fois que je suis comme ça, ce que je vais faire, c'est que je vais juste me reculer sur le banc en essayant de laisser les épaules exactement là où elles sont. Et ce que ça va faire, c'est que ça va forcément placer mes épaules en dépression scapulaire. Quand je suis ici, je continue d'essayer d'amener mon sternum au plafond et j'abaisse tout doucement, tout doucement, tout doucement les fesses jusqu'à ce qu'elles effleurent le banc. Et une fois que j'y suis, le développé couché, à mon sens, c'est vraiment 3/4 de placement et 1/4 de mouvement. Une fois que tu es placé, finalement, tu descends, tu montes, c'est relativement simple. Mais réussir à se placer, c'est toute la difficulté. Le voyage avant la destination. Ça paraît un petit peu mystique, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Je me fiche que vous soyez fort cette semaine, que vous soyez fort dans 6 mois. Moi, je veux que vous soyez fort dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5, dans 10 ans. C'est ça qui est important. Pas ce que vous faites aujourd'hui. Il faut savoir un petit peu sortir la tête du guidon. Ok, on est comme ça, vas-y, on voit que ses progrès, on voit que là où on veut être le mois prochain, les nouveaux PR, les machins. À faire ça, à être trop impliqué tout le temps, toute l'année, à être à fond dedans, on se laisse pas respirer et ça va être le meilleur moyen d'arriver au burn-out de votre pratique. Potentiellement même de vous faire un petit peu mal, etc. La règle du 80-20 est vraiment importante à connaître et elle dit que 20% du travail va vous donner 80% du résultat. Et ben parfois c'est vraiment ce qu'il y a de plus intelligent à faire. Pourquoi vouloir travailler plus dur pour potentiellement même les mêmes résultats? La courbe des progrès, ça ressemble à ça. Et en travaillant, je dirais une bêtise, 10 séries, vous ferez les mêmes progrès qu'avec 20 séries, avec moins de charge mentale, moins de potentiel douleur, moins de fatigue. Bref, je vous encourage un peu tous à ne pas avoir peur d'être un peu minimaliste dans votre pratique. En faire peut-être un petit peu moins, mais de vraiment prioriser la longévité dans le sport, peu importe la manière dont c'est fait. Mais ce qui est important, je vous le répète, c'est que vous soyez fort dans 5 ans, pas que vous soyez fort dans 6 mois. Ok, pendant une prépa pour une compétition, on peut faire des sacrifices. On peut s'amuser un peu moins à l'entraînement.
tolérer un peu plus de douleur, des séances un petit peu plus longues, ce genre de choses. Mais sinon, sortez la tête du guidon, on regarde sur le côté, on regarde un peu le paysage. Quand on est à la salle, on parle un petit peu aux copains et tout. C'est super, pardon, de faire le Dark Sasuke, etc. par moment, mais rappelez-vous, il faut que vous vous épanouissiez dans ce sport et que vous y restiez le plus longtemps possible pour atteindre votre niveau, votre potentiel maximal. Parce que c'est pas en 6 mois, c'est pas en 1 an, c'est même pas en 3 ans que vous l'atteindrez. Donc voyez long terme. Le bon comportement en salle de sport. Alors, je suis pas votre daron, mais déjà, en salle, que ce soit en salle commerciale ou en salle un petit peu spécialisée, c'est vachement important de respecter premièrement votre propre matériel. Encore une fois, ça, je suis pas votre père, je suis pas votre mère, c'est pas moi qui vous ai payé votre matériel. Vous le gérez comme vous voulez. Je pense que respecter ce dans quoi on met son argent, dans quoi on investit, parce qu'une ceinture SBD, c'est un investissement. Je sais pas si je dirais que c'est du luxe, mais je dirais une ceinture à plus de 200 euros, on pourrait presque dire que oui. Donc, prenez-en soin. Mais sans parler de votre propre matériel, ce que je vous encourage très fortement à faire, c'est de respecter le matériel que vous partagez avec les autres adhérents peut-être de votre salle de sport et à respecter également l'espace. Alors oui, on fait de la force athlétique, on a besoin de beaucoup de matériel, beaucoup plus que la personne qui est simplement inscrite au Basic Fit et qui finalement se satisfait uniquement des machines qui sont proposées par la salle de sport. Donc oui, on a besoin de plus de choses, on utilise plus d'équipements, on utilise plus de poids potentiellement. Mais s'il vous plaît, essayez de ne pas trop vous étendre, de ne pas mettre votre sac partout, grand ouvert avec toutes les affaires en dehors, rangé quand vous avez terminé. Ça paraît bête. Mais c'est en montrant que les gens qui pratiquent la force athlétique respectent le matériel, respectent l'espace, respectent les autres usagers, que les salles de sport ont plus envie d'investir dans le matériel pour vous, que vous maintiendrez votre équipement en meilleure qualité. Regardez par exemple la magnésie sur les barres, ça c'est Rouen, par exemple. On brosse les barres quand on a terminé avec la magnésie, tout ce genre de choses. Bref, c'est primordial de prendre soin du matériel, déjà le vôtre, mais évidemment celui que vous partagez, c'est encore plus important. Et pareil, imaginez si tout le monde ramenait son sac avec toutes ses affaires et le laissait au milieu. Les affaires par-ci, la ceinture ici, un élastique là-bas, genouillère, slippers, chaussures d'haltéro, bande de poignets, on s'en sort pas. Donc, respectez votre espace, rangez un maximum tout ce que vous pouvez, aidez le gérant, le pauvre petit gérant de votre salle de sport, aidez-le. Voilà, juste respectez le matériel, respectez la salle de sport et faites de votre mieux pour que les gens qui pratiquent la force athlétique ne passent plus pour des abrutis. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez appris des choses, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour en discuter. Si vous êtes avancé, que vous saviez déjà tout ça, que vous avez peut-être des points que vous voudriez nuancer ou des points que vous voudriez ajouter, n'hésitez surtout pas, encore une fois, dans les commentaires pour qu'on en discute.